Bonjour à tous. Donc en effet, moi je suis Christophe Bouget, je suis chercheur entomologiste dans une unité d'écologie forestière à Inrae, à Nogent-sur-Vernisson, dans l'est du département du Loiret. Et je remplace au pied levé mon collègue Frédéric Archaud, qui devait présenter cette communication. Donc c'est la présentation d'intro. On va définir les forêts. Il y a 4 temps dans cet exposé. Je vais commencer par définir les forêts et puis aborder leur dynamique historique et écosystémique. Dans un deuxième temps, on verra très rapidement les interactions entre l'homme et les forêts, avant de décliner par le menu les services écosystémiques qui sont rendus par les forêts, notamment dans leurs fonctions environnementales. On verra ensuite rapidement les pressions qui pèsent sur les forêts d'aujourd'hui, notamment en lien avec le changement du climat, avant de conclure. Commençons par définir, ou plutôt reprendre, rappeler rapidement la définition de la forêt. On vous propose celle de la FAO, qui induit un critère de surface, hein, vous le voyez, superficie d'au moins 1,5 hectare, avec des arbres de plus de 5 mètres, pour un couvert boisé de plus de 10%, une largeur moyenne pour que ce ne soit pas des bandes et des haies. Donc voilà comment on définit la forêt. En dessous de ces seuils de surface, on parle de bosquet. Bon, c'est probablement des définitions auxquelles vous êtes accoutumés. Vous savez également qu'en lien avec les capacités des sols et les contraintes bioclimatiques, les forêts sont inégalement réparties sur le globe et se répartissent en gros en 3 grands biomes. On a des forêts pluviales et tropicales ou subtropicales, on a des forêts tempérées et on a des forêts boréales. Alors, les sous-types existent bien entendu, mais vous voyez à quel point elles sont abondantes, mais inégalement réparties en fonction des contraintes bioclimatiques. Leur surface à l'échelle mondiale varie. Vous avez ici, donc, j'espère que vous arrivez à lire correctement, les légendes sont petites, les 3 pas de temps entre 90 et 2020. Et ces 3 pas de temps montrent que la dynamique de la surface forestière est relativement hétérogène. Vous voyez à quel point nous, ici en Europe tempérée, eh bien, les forêts gagnent du terrain, à l'inverse des situations d'Amérique du Sud ou d'Afrique tropicale, où là, les forêts perdent du terrain depuis ces 3 décennies. Situation un peu particulière sur ce graphique, c'est la situation de l'Asie, où alors qu'on sait qu'en Malaisie, en Indonésie, les forêts perdent du terrain, ben, il semble que ce ne soit pas un constat généralisé à l'ensemble du continent. Je n'explique pas ce type de dynamique. Plus précisément en métropole française, si on prend un pas de temps un peu plus long, on voit que les forêts globalement sont en expansion. Vous voyez qu'il y a des variations, hein, ce n'est pas complètement linéaire, bien entendu, rien n'est jamais linéaire en biologie. Et qu'on est sur une forêt qui reconquiert du territoire après la dernière glaciation. Certains signaux, par exemple, estimés sur un groupe d'essences particulièrement bien connu. Hein. Vous voyez que depuis la dernière glaciation, donc on est il y a 13 000 ans, les chênes étaient relativement peu présents. Vous voyez à quel point ils reconquièrent l'ensemble du territoire de l'Europe de l'Ouest, avec vous voyez une structuration génétique relativement originale, qu'on ne va pas décliner ici, hein, qui est étudiée par les généticiens, mais qui traduit bien l'histoire de cette reconquête post-glaciaire, par exemple ici des chênes. Si on prend là un pas de temps plus récent et qu'on lie ça aux actions de l'homme, le commun des mortels ignore souvent le fait que les forêts gagnent du terrain de façon très significative sur notre territoire métropolitain. On estime que depuis les prémices de la révolution industrielle, la forêt a gagné, a doublé en taux de boisement à l'échelle du territoire métropolitain. Il y a d'autres chiffres, hein, vous voyez ceux qui sont cités ici. Plus récemment, dans les 3 ou 4 dernières décennies, la surface de la forêt a augmenté de près de 20%, ce qui est un chiffre relativement important. 20 dernières années, la forêt a gagné du terrain sur une surface équivalente à la surface de la ville de Paris. Donc c'est tout à fait significatif, au point qu'elle couvre aujourd'hui cette forêt, environ 30% du territoire métropolitain. Ça, c'est des chiffres que vous connaissez peut-être, que dans le grand public, souvent on ignore, parce qu'on est souvent impacté par plutôt le message d'une déforestation comme ce qu'on vient d'évoquer dans les mondes tropicaux.
Alors pour autant, même si ce taux de boisement est en expansion, vous le voyez ici à l'assombrissement de l'hexagone sur la plupart des départements, le taux de boisement reste hétérogène. Vous avez des départements qui ont un taux de boisement qui est tout à fait variable. J'ai pointé la situation en Centre-Val de Loire, où vous voyez qu'en termes de taux de boisement, on est à peu près à la moyenne nationale, 26-27%. On est au 13e rang des régions en termes de surface forestière. Et le Loiret en lui-même, le département du Loiret en lui-même, est dans le ventre mou du classement. C'est un département moyen en termes de taux de boisement. Et donc dans ce Loiret en particulier, la forêt, comme ailleurs, gagne du terrain. Vous voyez à quel point elle couvre aujourd'hui un territoire plus important que dans l'étape 1830 qu'on évoquait tout à l'heure. Donc les forêts récentes sont particulièrement abondantes dans notre département. Globalement, en région Centre-Val de Loire, on a une forêt pleine qui, en termes de diversité en essences, est moyenne. On a un nombre d'essences par placette forestière mesuré par l'IGN qui est en rang moyen et dominé par des feuillus. Vous voyez que les forêts de la région sont en majorité des forêts de feuillus, en grande majorité à 75%, composées de feuillus. Alors cette forêt, là je quitte un petit peu l'aspect dynamique et la cartographie générale, pour mentionner 3 points importants. Cette forêt, c'est un écosystème qui est structuré verticalement. Vous le voyez, il y a des strates depuis le sol, la strate herbacée, la strate arbustive, vers les différentes strates arborées avec des arbres qui sont dominés, codominants ou dominants. Cette stratification, elle est prégnante dans les forêts tropicales, elle existe et elle est très structurante également dans les forêts tempérées. Sur l'autre dimension, à l'échelle horizontale, la forêt, c'est une mosaïque de peuplement. Donc on a une forêt qui est structurée verticalement, on a une forêt qui est mosaïque en termes d'hétérogénéité horizontale, et puis on a une forêt qui est dynamique. Donc une forêt, ça se définit comme une mosaïque qui change. Une mosaïque changeante, c'est un terme qui avait été consacré par un collègue nord-américain et qui définit bien ce qui se passe. On aborde souvent la dynamique des forêts avec le cycle que vous avez sur votre droite, qui mentionne à partir c'est quelque chose qui est à l'échelle d'une unité de peuplement, hein, croissance, apogée, régénération, établissement, croissance, apogée et désintégration. Les termes sont variables d'un expert à l'autre, mais ça vous mentionne bien à quel point ce type d'écosystème n'est pas statique, dynamique et en perpétuel changement. Ça, c'était l'introduction. Je passe à la deuxième petite partie qui tente de relier les hommes et les forêts. En rappelant une première chose, c'est que quand l'homme gère la forêt, il lui imprime ce qu'on appelle un cycle sylvicole par ses actions de sylviculture. Et ce cycle sylvicole, c'est par rapport à ce qu'on vient de voir sur la dynamique de la forêt naturelle, donc le cycle, ce qu'on appelle sylvigénétique, et bien ce cycle sylvicole, c'est un cycle sylvigénétique qui est tronqué. Avec 2 actions majeures dans ce cycle sylvigénétique, c'est que, 1, le forestier essaie de raccourcir la phase juvénile, la phase des jeunes peuplements, pour que ça aille de plus en plus rapidement et que le peuplement installé puisse se diriger relativement promptement. Et le deuxième point, c'est que pour des calculs d'optimisation économique, le forestier calcule un âge d'exploitabilité, donc il tronque la phase terminale ou les phases terminales qu'on vient de voir sur la dynamique de cycle de ce type de peuplement. Donc ça, c'est ce que traduisent certaines maximes de la sylviculture du 19e siècle. L'idée de la sylviculture, c'est d'imiter la nature en hâtant son œuvre, c'est-à-dire en essayant d'accélérer les choses pour que la ressource soit le plus rapidement mobilisable. Ce que fait le forestier, c'est également de choisir des arbres et des essences d'arbres qui sont adaptés à l'environnement. Et il le fait en adaptant les arbres à différents types de facteurs locaux. Vous les avez listés ici, donc ça correspond à une adéquation avec la station forestière, avec les conditions bioclimatiques,
avec l'existence de ligneux compétiteurs, en prenant en compte les risques de pathogènes, donc des champignons et des bactéries, de ravageurs, grande majorité des insectes, les risques incendies, qui sont très connectés évidemment aux conditions bioclimatiques, et puis en intégrant éventuellement la présence d'auxiliaires pour la dynamique du peuplement. En intégrant toutes ces dimensions, le forestier choisit des essences qui sont adaptées à ces conditions. Nous, en région Centre-Val de Loire, on est dans une grande région écologique définie par l'IFN-IGN comme le centre-nord semi-océanique. Donc on est sur des territoires qui sont relativement plats, avec peu de relief, sur des climats qui sont évidemment tempérés et sous influence océanique, vous le savez, sur notamment la partie ouest du territoire, où on subit une pluviométrie qui est modérée. Et donc dans ce territoire-là, le forestier choisit des arbres qui sont, je le répète, adaptés à ces conditions. Vous voyez comment le forestier aujourd'hui gère une palette d'essences qui sont naturellement présentes dans ce secteur. Donc je rappelle qu'à l'échelle nationale, c'est une forêt qui est dominée par les feuillus, hein, aux 2/3, qui est dominée par les essences indigènes. Les essences implantées, introduites, sont largement minoritaires, vous voyez, à moins de 6%. Vous voyez à quel point les deux essences les plus couvrantes, qui sont les deux chênes, pédonculés et sessiles, sont relativement bien réparties sur l'ensemble du territoire. Donc je ne liste pas l'ensemble des essences, hein, mais vous les connaissez probablement. Côté résineux, on a une couverture dominée par le sapin pectiné et les PCA suivis de près par les pins maritimes et sylvestres. Et puis côté feuillu, donc après les deux chênes, le hêtre, le châtaignier, le charme, le frêne et les chênes pubescents suivent le classement. Ce que fait le forestier après avoir choisi des essences, c'est qu'il choisit un mode de sylviculture, ce qu'on appelle un traitement sylvicole, que vous connaissez pour les experts forestiers qui sont parmi nous. Alors je ne vais pas revenir dans le détail sur ce qui se cache derrière chacun de ces vocables, mais l'idée c'est de gérer à la fois le peuplement arboré et puis le taillis sous-jacent, et puis d'adopter des stratégies plus ou moins régulières ou irrégulières avec des fréquences de coupe et des durées de rotation qui sont variables. Donc vous avez les systèmes très simples de taillis ou de futaies régulières, et puis les systèmes un peu hybrides de taillis sous futaies ou de futaies irrégulières dont la tendance se développe à l'heure actuelle. Ça se traduit évidemment en termes économiques, ces produits de la sylviculture, par, vous le voyez ici, des évolutions en termes, là vous avez les tendances nationales en termes de contribution à l'économie nationale. Ce qui est patent dans ce schéma, c'est le fait que, l'apport en milliards d'euros courants de la production de bois grimpe, ce qui est une nouvelle intéressante pour la filière associée à la forêt. Et le deuxième point important, c'est que vous voyez que la part verte, qui désigne la part de bois de chauffage, de bois de feu, qui est commercialisée dans cette filière, gagne de la proportion, gagne de la place. Ça, c'est un signe qui est lié à la diversification de notre bouquet énergétique commun. Vous le savez probablement. Ce qui est intéressant de constater, c'est qu'en termes de dynamique en région centre, on a un volume sur pied qui est croissant. Là, vous avez 3 pas de temps. Non, vous avez un pas de temps, donc 2014-2022, où vous avez exprimé le rapport entre l'accroissement de la production biologique, ou la façon dont la production biologique se répartit sur l'ensemble du territoire, la répartition des prélèvements de bois, des coupes de bois, des exportations de bois qui sont faites dans la même période, et puis en termes de bilan, eh bien, est-ce que tout l'accroissement de bois est prélevé ou pas, et sinon, on a ce qu'on appelle une augmentation du volume sur pied. Et c'est ce qui est constaté en région centre. Vous voyez qu'on a un flux positif, un bilan positif, c'est-à-dire que on fait moins de prélèvements que ce que la forêt produit. Et donc ça se traduit également par ce point-là, c'est que les forêts, globalement, sont feuillues comme conifères sur la dernière décennie, ou sur les 2 dernières décennies, je dirais, en phase de maturation. C'est-à-dire que vous voyez que là, c'est la répartition en classes de diamètre. Eh bien, dans chaque classe de diamètre,
la proportion, le volume pardon, de millions de mètres cubes de bois augmente. Et on a petit à petit un décalage vers les grosses classes de diamètre, ce qui traduit bien une maturation. Un point important qu'il convient de signaler également, qu'on oublie parfois, c'est que notre forêt nationale, c'est le cas pour la région centre, hein, est une forêt qui est en majorité sous propriété privée. À l'échelle nationale, c'est 3/4 de la forêt qui est sous régime privé. Et vous voyez que région Centre-Val de Loire, c'est près des 9/10 de la forêt qui est privée sur l'ensemble de la surface. Donc la part de la forêt domaniale, c'est l'inverse. La forêt qui est sous tutelle de l'État est beaucoup plus faible. Donc vous voyez qu'on a en particulier en région centre une forêt atypique, très privée et peu domaniale et peu commune. Après ce bilan des interactions entre l'homme et la forêt, quelques points de détail sur les fonctions environnementales de la forêt et puis globalement ce qu'on appelle les services écosystémiques rendus par la forêt. Alors vous voyez que dans ces services, il n'y a pas que des fonctions environnementales. Les services ici sont répartis en 3 groupes, les services de provision, d'approvisionnement, les services de régulation et les services culturels ou socioculturels. On va en décliner quelques-uns par le menu, mais avant de les décliner, de les détailler, de les expliciter, les rappeler en termes de valeur économique. Ça, c'est une synthèse que Bernard Chuvacieux, Louis, avait coordonnée il y a une quinzaine d'années et qui montrait bien que, au total, on pouvait estimer que par hectare et par an, une forêt livrait des services dont la valeur économique pouvait estimer environ 1000 euros. Donc 1000 euros par hectare et par an, c'est la valeur des services produits par la forêt. Dans ces services, il y a de la production de bois qui va être ensuite utilisée, mais il n'y a pas que ça. Il y a des services écologiques comme fixer du carbone, comme stocker du carbone, comme réguler les flux d'eau et la qualité des eaux, comme fournir des habitats pour la biodiversité, et puis des services plus socioculturels, comme fournir un site pour les activités de loisirs, de bien-être et de visite, et puis également fournir un abri pour le gibier et une ressource qu'on appelle synégétique. On va revenir en détail là-dessus, parce que je vous propose en 10 diapos, regarder les 10 principaux services écosystémiques environnementaux assurés par les forêts dans nos territoires. Le premier de ces services, c'est que la forêt, ça fixe et ça stocke du carbone atmosphérique. Et vous savez à quel point ça représente aujourd'hui un enjeu majeur pour essayer de, on dit mitiger en anglais, on dirait réguler, juguler le dérèglement du climat aujourd'hui. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, les forêts de notre continent, elles absorbent 10% des émissions du même continent, des émissions de dioxyde de carbone. Et qu'en forêt, le stock de carbone, il est en partie dans les arbres, mais en partie également dans les sols. C'est quelque chose qu'on ignore la plupart du temps, hein, c'est qu'à presque 60%, le stock de carbone dans les forêts, il n'est pas uniquement dans la matière qui a été photosynthétisée, il est dans les sols. Les forêts, c'est également des espaces écosystémiques clés pour la régulation du cycle de l'eau, alors en termes notamment quantitatifs, parce qu'elles pompent, elles transpirent ces forêts, et donc elles équilibrent, elles modulent la nébulosité et les cycles des précipitations, bien entendu, mais également parce que par leur architecture racinaire et leur activité de pompage d'eau, eh bien, elles entravent les ruissellements de surface, elles facilitent l'infiltration des précipitations. Ça, c'est un élément clé aujourd'hui quand on parle de risque de crue, par exemple. Et puis, elles retiennent les sédiments, elles limitent l'érosion. Et c'est, et je n'ai pas le temps d'en parler, quelque chose qui est très prégnant dans le contexte particulier des forêts alluviales. Elles ont une action en termes de quantité de flux d'eau, mais elles ont une action aussi en termes de qualité des eaux. Et les forêts, c'est ce qu'on appelle des phytoépurateurs. Elles nettoient les eaux et les sols grâce à la forte activité biologique bactérienne, mais pas que, champignons et autres micro-invertébrés y contribuent. Et grâce à ça, elles vont réguler les concentrations d'éléments clés comme l'azote et le phosphore dans le sol. Et c'est une action qui est aujourd'hui particulièrement considérée dans les zones, les périmètres de captage des eaux de boisson.
Vous savez qu'il y a des municipalités, par exemple, qui investissent dans l'acquisition de forêts pour protéger des périmètres de captage. C'est le cas de la ville de Saint-Étienne, c'est le cas de la ville de Munich, par exemple. Quatrième point, c'est le fait, je vous le disais tout à l'heure, que la forêt, c'est un site de refuge ou de vie d'un certain nombre d'espèces de chassables, et que donc c'est un poids important pour la filière chasse et les activités qu'on dénomme synégétiques. Avec derrière ça un débat autour de ce qu'on appelle l'équilibre sylvo-synégétique, à savoir l'équilibre forêt-gibier, puisque le gibier étant un acteur d'abrutissement et de, comment dire, avec des actions négatives sur la régénération de la forêt, mais il peut y avoir un conflit entre les activités de production de bois, de régénération de la forêt, et les activités de production de gibier pour la chasse, par exemple. Et vous voyez par les chiffres, j'aurais pu vous proposer des graphiques, mais à quel point, vous le savez tous, on le sent, on le voit, on le perçoit, les principaux ongulés, cervidés, chevreuils, cerfs et sangliers des forêts françaises sont en augmentation, les prélèvements le montrent, et donc c'est cet équilibre qui est difficile à maintenir. On a parlé tout à l'heure de régulation du cycle de l'eau, de régulation de la qualité de l'eau. Il est important aussi de mentionner le rôle des forêts pour le maintien de la stabilité des sols et la lutte contre l'érosion des sols. Vous avez eu au XXe siècle des vagues dans les forêts de montagne de plantation de forêts pour maintenir les sols, ce qu'on appelait les forêts RTM, restauration des terrains de montagne. Donc on n'est pas concerné en région centre, mais les forêts même en zone de plateau relativement plat contribuent à freiner cette érosion par le fait qu'elles génèrent une litière et un humus et un sol équilibré, et par le fait qu'elles stabilisent également le sol par l'implantation de leurs racines. Donc à ce titre-là, je disais tout à l'heure qu'elles sont importantes pour limiter les risques de crues. Elles sont également importantes pour lutter contre un certain nombre d'autres risques naturels, comme les glissements de terrain, l'érosion des dunes littorales et les avalanches en montagne. Sixième point, qui est également un point sixième service écosystémique dans ce palmarès, qui correspond à leur action atmosphérique. On va en voir deux dans l'ensemble des services écosystémiques qu'elles assument vis-à-vis de l'atmosphère, mais celui-ci, il est important parce qu'on sait aujourd'hui, notamment dans les situations périurbaines, que ces forêts apportent des îlots de fraîcheur par leur action dans la régulation de la nébulosité de la température dans l'atmosphère. Elles évapotranspirent, elles freinent le vent, elles apportent de l'ombrage, elles absorbent les rayonnements solaires, et à ce titre-là, c'est ce qui permet de les baptiser de sources d'îlots de fraîcheur, et vous savez à quel point c'est crucial en période estivale. Mais dans l'atmosphère, ce qu'elles font aussi les forêts, ce que font les arbres, c'est qu'ils dépolluent. On disait tout à l'heure, ils dépolluent l'eau, ils dépolluent les sols. Ben là, ils ont aussi une action de dépollution atmosphérique. Ça a été largement démontré. Un, parce qu'ils retiennent en captant les microparticules ou des fragments de poussière, mais également parce qu'ils absorbent des polluants gazeux. Ça a été démontré proprement aussi, en les transformant en site en interne, en les convertissant. Et donc cette action de dépollution atmosphérique, elle est cruciale pour maintenir la qualité de notre environnement. Il y a un point de service écosystémique qui est plus socioculturel que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est le fait que les forêts, c'est des bases de loisirs, et les forêts, c'est des sources de bien-être. Vous voyez que nous, en région centre, on est dans des forêts qui sont moyennement fréquentées par rapport aux autres régions. Vous voyez à quel point, par exemple, en Île-de-France, le taux de fréquentation est beaucoup plus élevé. Mais on se situe, nous, dans je dirais la moyenne nationale, avec des forêts fréquentées de façon moyenne. Le type de loisir qui est pratiqué en forêt, vous le voyez ici, c'est de la randonnée, c'est de la promenade, c'est du jogging, c'est du VTT, c'est des randonnées équestres, c'est de la récolte de champignons, c'est de l'observation de la nature, c'est des promenades avec les enfants, et les enfants et les chiens, etc. etc. Et vous voyez à quel point les socio-psychologues ou les psychosociologues ont évalué le bien-être apporté par ce type de pratique en termes physiques, en termes psychiques, en termes d'activité sociale. Et on a différentes dimensions du bien-être ressenti apportées par le lien entre les hommes et la forêt.
Je mentionne pour l'anecdote peut-être un point qui est aujourd'hui souvent mentionné, qui nous vient de savoirs ancestraux japonais, où les bains de forêt sont d'utilité publique, reconnus comme tels en tout cas, parce qu'on estime que les arbres diffusent des phytoncides, qui sont des composés, comme vous le lisez, organiques volatiles, qui ont un aspect bienfaisant sur notre santé, en nous permettant de réduire le stress, réduire l'anxiété, euh, stimuler notre immunité et faciliter notre sommeil. Et ça, aujourd'hui, c'est biologiquement, médicalement démontré. Neuvième service écosystémique plutôt environnemental ici, c'est le fait que les forêts, c'est des murs végétaux qui permettent de moduler, d'atténuer les bruits, notamment liés aux infrastructures de transport, infrastructures de circulation ou en zone périurbaine. Ça, c'est mesuré, c'est démontré, et c'est une action qui est notoire. Et puis le dernier, parce qu'on va mettre la biodiversité à part, le dernier, c'est le fait que, et on l'oublie souvent, les lisières forestières, c'est-à-dire les interfaces entre les forêts et les autres espaces du territoire, en particulier les agrosystèmes, ben, ces lisières forestières, elles jouent le rôle de réservoir d'auxiliaires pour les agrosystèmes, auxiliaires pour polliniser les cultures ou auxiliaires pour réguler les populations de ravageurs dans ces cultures. Ça, on l'a démontré proprement avec une doctorante il y a quelques années en montrant que le rendement du colza, par exemple, était plus important quand le linéaire cumulé de lisières forestières était en augmentation. Et ça, c'est écologiquement facile à expliquer. Hein. C'est que les lisières forestières apportent des ressources floristiques complémentaires au moment où les parcelles d'agrosystèmes ne sont pas en fleurs. Et en plus, les lisières forestières apportent des micro-habitats de nidification pour ces pollinisateurs sauvages qui ne sont pas disponibles dans les agrosystèmes. Donc à ce titre-là, on a eh bien, un effet comment dirais-je, de navette régulier entre les lisières, pas le cœur des forêts, hein, mais les lisières et les agrosystèmes. Donc ça, c'est un service écosystémique qui est lié aux capacités qu'ont les forêts d'héberger une forte biodiversité, qu'on verra juste après et que vous verrez également dans la troisième conférence de la matinée. Alors, en quelques chiffres quand même, synthèse, c'est pas facile de balayer ces chiffres rapidement, vous les lisez comme moi. Il y a derrière cette forêt également toute une économie verte qui se structure et qui valorise une partie des services écosystémiques rendus par la forêt, par exemple la production de bois ou la production de gibier, bien entendu. Donc la production de bois, c'est fournir des énergies renouvelables, comme le bois de chauffage, le bois énergie qu'on évoquait tout à l'heure. C'est fournir une ressource qui va être convertie en papier ou en carton, qui est à la source d'une filière importante. Et donc vous voyez à quel point ça contribue clairement et très significativement à la richesse nationale, tout en assurant la survie d'une filière assez structurée, avec des emplois à la clé. Hein. Vous voyez qu'il y a des propriétaires forestiers, puis il y a des gens qui vivent de la forêt, des emplois directs. Les chiffres sont importants. Et donc derrière cette filière socio-économique, il y a aussi des filières de formation qui délivrent des diplômes et qui forment des gens compétents et habilités à travailler en forêt. Donc c'est une filière clé pour notre économie nationale. Très rapidement, un des services écosystémiques majeurs pour les forêts, c'est le fait que les forêts fournissent des habitats pour une biodiversité, ou plutôt des communautés, par le fait que, d'une part, elles même comprennent une diversité d'écosystèmes qui vont liés à l'altitude, aux conditions bioclimatiques, aux essences dominantes. Là, vous le voyez décliné par cette mosaïque de photographie. C'est également des écosystèmes qui fournissent une palette d'habitats variés. Il n'y a pas que des arbres en forêt, bien entendu. Une forêt, c'est des milieux associés, ça peut être des milieux humides, ça peut être des milieux rocheux, ça peut être des milieux ouverts qui sont associés aux espèces clés de voûte que constituent les essences ligneuses. C'est évidemment un support pour une grande diversité des espèces. Alors en premier lieu, les espèces d'arbres, ce qu'on appelle les essences. Hein. Vous voyez qu'en métropole, on en a un peu moins de 140, mais ce n'est pas le socle principal de
la quantité de biodiversité qui profite de la forêt, puisque vous avez des mammifères en nombre, des plantes en nombre, des insectes en très grand nombre qui dépendent de la forêt. En France, on a à peu près 40 000 espèces d'insectes. Eh bien, on en a probablement un peu plus du quart qui sont strictement dépendants de la forêt. Donc il y a plus de 10 000 espèces d'insectes qui dépendent de la permanence de la forêt. Les oiseaux, les champignons sont également des acteurs majeurs qui profitent de la forêt, qui profitent des nombreux habitats forestiers proposés par la forêt. Chiffre rapide, mais ce sera probablement décliné par la suite. Donc la forêt de Fontainebleau, qui est une des forêts les moins mal connues en France, hein, vous voyez à quel point les chiffres le montrent. Vous voyez à quel point cette diversité des espèces contactées dans l'ensemble de la grande forêt de Fontainebleau, c'est dominé par les insectes, bien entendu. Et moi, j'aime bien rappeler les chiffres que vous avez sur votre gauche, là, où d'expérience, pour avoir travaillé sur un certain nombre de massifs, on estime qu'un massif qui fait... alors nous, on travaille beaucoup dans des forêts publiques domaniales. On a des massifs qui font plusieurs milliers d'hectares, hein, entre 4 000 et 8 000 hectares. Eh bien, on estime que, globalement, ça héberge 10 000 espèces, un tel massif, qu'à 60% c'est des animaux, qu'à 25% c'est des champignons, et qu'à 15% c'est des espèces végétales. Et puis que quand on regarde précisément ce qu'il y a dans les animaux, eh bien, 90% des animaux qu'on trouve dans la liste des taxons de cette forêt, c'est des insectes. Donc ça représente une diversité quantitativement très 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 importante. Donc on aime les baptiser, ces forêts de hotspots de biodiversité, pourquoi pas. Là vous avez, et c'est pas facile à quantifier parce qu'on n'a pas d'observatoire de suivi parfaitement explicite en France. Donc on a à peu près la liste des espèces françaises dans chacun des groupes, et encore, on a bien de la peine à savoir dans ces groupes quelle est la part des espèces qui sont forestières, c'est-à-dire qu'on peut rencontrer en forêt, mais qui ne sont pas strictement forestières, alors qu'on a dans la dernière colonne de votre droite les espèces qui sont strictement dépendantes des espaces forestiers. Et alors là, vous voyez des points d'interrogation, des estimations grossières. On est très en peine, notamment pour les groupes numériquement majeurs, insectes, champignons par exemple, très en peine pour vous donner des chiffres sur ce qui dépend strictement de l'existence des forêts. Et pour autant, dans les groupes pour lesquels on a la moins mauvaise des connaissances sur l'état de conservation des communautés, eh bien, on se rend compte que les communautés forestières sont également menacées, mais elles le sont moins la plupart du temps que les communautés d'espèces dans les espaces non forestiers. Là, vous voyez un graphique qui vous montre la situation du déclin des oiseaux communs. Donc ça, c'est des données stock du programme stock que vous connaissez probablement. Mais vous voyez que le sort des espèces qualifiées de forestières est un peu moins mauvais que le sort des autres, en particulier les espèces des secteurs agricoles ou les espèces plus généralistes. Donc on a une biodiversité qui, semble-t-il, est peut-être plus résiliente que celle des autres écosystèmes. La diversité, ce n'est pas que la diversité des espèces, c'est aussi la diversité des génotypes, bien entendu. Je ne reviens pas dessus, vous savez à quel point la diversité génétique, c'est un peu la police d'assurance des espèces. C'est grâce à ça qu'on a une capacité d'adaptation aux nouvelles conditions. Et donc c'est vraiment un investissement pour l'avenir. Alors très rapidement, les conditions de vie, donc les habitats forestiers, sont modifiés par la façon dont l'homme gère les forêts. Et schématiquement, la sylviculture, évidemment, ça coupe des arbres et ça les exporte, à la différence des perturbations naturelles comme les tempêtes, les incendies, les épidémies de ravageurs, les crues, qui peuvent tuer des arbres, les abattre, mais les laisser sur place. C'est-à-dire que le substrat se dégrade sur place, à la différence de la sylviculture où là, on coupe et on exporte. La sylviculture, on l'a dit tout à l'heure, ça accélère la régénération et ça sélectionne certaines essences au détriment d'autres. La sylviculture, ça sélectionne aussi des individus, puisque vous avez des arbres objectifs dans lesquels le sylviculteur investit.
en facilitant les conditions de croissance, au détriment d'autres moins bien conformés. Et ça a un impact majeur sur, par exemple, la régression des micro-habitats portés par les arbres dans les forêts exploitées. Et puis la sylviculture, souvent, ça apporte des engins en forêt pour opérer toutes ces actions. Donc il y a une mécanisation importante avec les incidences que ça présente. Donc on rappelle que en coupant des arbres à maturité économique et non biologique, ça tronque des cycles. En optimisant la sélection vers des individus ou des variants génétiques, ça peut en tout cas réduire la diversité génétique ligneuse des peuplements. Je vous rappelle qu'en effet, à sélectionner des arbres bien conformés et à supprimer les moins jolis, eh bien, ça peut réduire la densité de certains micro-habitats qui sont clés pour la biodiversité. Et puis, par la mécanisation, ça va, par endroits, orniérer, tasser, et avoir des incidences sur le fonctionnement des sols et de la biodiversité des sols. Une remarque sur le fait que les attributs des stades matures, bois mort, micro-habitats apportés par les arbres sénescents ou par les vieux arbres, sont ce qu'on appelle le maillon faible des forêts exploitées. Ça, c'est lié au caractère tronqué du cycle sylvicole par rapport au cycle sylvogénétique. Et il ne faut pas oublier que cette matière en forêt, le bois mort et les micro-habitats, c'est pourtant le support d'une partie importante de la biodiversité forestière. Vous voyez que près du quart des espèces forestières dépendent du bois mort ou des micro-habitats. Et il y a à l'heure actuelle une tendance qu'il faut noter, c'est le fait que, on va en parler tout de suite, en situation de dépérissement croissant, eh bien, le dépérissement génère du bois mort et des arbres mourants. Et à ce titre-là, eh bien, il est en train de booster, de renforcer un compartiment forestier qui était menacé par la sylviculture. Donc les actions sylvicoles qu'on a mentionnées tout à l'heure, elles impactent les habitats forestiers. Et donc là, c'est un rappel. Par le choix des essences, eh bien, on va réguler les espèces associées. Si vous avez des essences qui ne sont plus des essences objectives, qui sont contre-sélectionnées, qui disparaissent, le cortège des espèces associées va en pâtir, bien entendu. En opérant un âge d'exploitabilité, troncature des cycles, on a toutes les espèces associées au stade vieillissant, sénescent qui peuvent être particulièrement impactées. En choisissant, en harmonisant à l'échelle d'un aménagement la taille et la configuration des parcelles, eh bien, on peut avoir des incidences sur la dynamique des populations, la mobilité des espèces et la structuration démographique et génétique des populations. C'est le cas aussi dans l'implantation du réseau de dessertes, puisque le réseau de dessertes, ça peut par endroits constituer des barrières au déplacement, même si à d'autres effets, ça peut constituer des réseaux de corridors pour des espèces particulièrement dynamiques, par exemple, en particulier des espèces envahissantes. Les modalités d'exploitation, leur mécanisation, le fait qu'on laisse ou pas des rémanents en forêt, ça va avoir un impact sur évidemment les habitats forestiers, comme on l'a précisé. Et puis, de façon très très mineure, la chasse, le public, les randonneurs, les scolaires, les cyclistes, etc., peuvent avoir un impact évidemment sur les sols forestiers ou sur le dérangement de la faune, mais c'est relativement mineur. Donc cet impact de l'exploitation forestière, il a été mesuré à l'échelle de ou l'Europe de l'Ouest ou le monde entier par ce qu'on appelle des méta-analyses, où on a synthétisé l'information qui était disponible sur l'ensemble des articles internationaux qui traitaient de la question. Et là, vous voyez que alors, ce que vous avez sur votre gauche, c'est les effets négatifs. C'est-à-dire on a comparé des forêts qui étaient à dynamique naturelle et des forêts où il y avait une exploitation, sans décliner le type d'exploitation qui était faite. Donc à gauche, c'est les effets négatifs, et à droite, c'est les effets positifs, c'est-à-dire que les groupes qui sont favorisés par l'exploitation. Donc vous voyez que dans les groupes favorisés, eh bien, il n'y a que les plantes vasculaires qui sont significativement favorisées par l'exploitation forestière. Alors ça veut dire leur nombre d'espèces, leur richesse spécifique augmente dans les forêts exploitées quand on les compare à des forêts dynamiques naturelles. On ne parle pas de composition en espèces là, on parle de nombre d'espèces simplement avec une vision très comptable de la biodiversité.
À l'inverse, vous voyez qu'il y a un grand nombre de taxons, les champignons, les lichens, les insectes associés au bois mort, les mousses, qui, pour ces groupes, en revanche, subissent un effet négatif, en moyenne, globalement, mais significatif, de l'exploitation forestière. Dernière partie avant de conclure, c'est on a des forêts qui sont en souffrance à l'heure actuelle, et évidemment, il est probable que leurs habitants en souffrent également. Ces forêts dépérissent dans le monde entier. On a un certain nombre d'articles de synthèse. Là, c'est un extrait d'un papier qui essaie de recueillir à l'échelle mondiale l'ensemble des vraiment cas bien étudiés et symptomatiques de dépérissement forestier observés depuis une vingtaine d'années. Donc je ne vais pas les décliner, hein, mais vous voyez à quel point ils se répartissent de façon relativement universelle. Dans notre hexagone, eh bien, on a des mesures qui montrent que le taux d'arbres forestiers altérés, alors ça c'est une terminologie comment dire, perfectible, la proportion d'arbres forestiers qui sont dans un état de dépérissement significatif, avec une notation, vous le voyez sur le petit tableau de gauche, qui est liée à l'observation du manque de ramifications, d'aiguilles ou de feuilles et de la mortalité des branches constatées sur ces arbres. On a des protocoles qui nous permettent d'estimer ça de façon assez standardisée. Eh bien, cette proportion d'arbres forestiers altérés, dépérissants, vous voyez à quel point c'est hétérogène sur l'ensemble du territoire national, mais à quel point c'est prégnant, hein. Vous avez, à partir du brun clair, on est à plus de 5 ou 10% d'arbres forestiers dépérissants à l'échelle des placettes de mesure. C'est beaucoup. C'est beaucoup et c'est croissant. C'est croissant au point que pour certaines grandes régions écologiques, hein, les Gréco qu'on évoquait tout à l'heure, en particulier la nôtre, eh bien, on a des progressions de proportion d'arbres morts qui sont plus que significatives. Vous voyez, nous, entre 2014 et 2020, la Gréco centre-nord subocéanique, c'est plus 200% pour cette proportion d'arbres morts dans les placettes de mesure. Donc là, c'est plus que du dépérissement. C'est le stade ultime du dépérissement qui est la mortalité des arbres. Et ces forêts, donc elles sont marquées par un dépérissement qui est associé à différents déterminants, différents risques. Certains, c'est pathogènes, champignons, bactéries, et ravageurs, donc insectes. Pour d'autres, c'est incendies et feux de forêt. Alors ça, vous voyez que bon, c'est un risque, le risque incendie qui est variable en fonction de la zone bioclimatique, bien entendu, qui va être lié à des risques à des impacts liés à la sécheresse, donc au déficit hydrique, mais tout comme le sont également les risques ravageurs et les risques de pathogènes de maladies. Donc là, je ne reviens pas dans le détail sur ce que vous voyez. Les graphes montrent qu'on a une dynamique sur les 25 dernières années d'un accroissement très significatif du risque incendie et des risques sécheresse qui vont conditionner les risques pathogènes et insectes ravageurs. On a également des forêts qui ont été marquées par les tempêtes récentes. Donc là, vous avez les chiffres concernant les tempêtes de décembre 99, donc Lothar et Martin, et la tempête de 2009, donc Klaus. On a dans notre Gréco, eh bien, on est bien orienté par rapport aux axes majeurs de circulation des vents de ces tempêtes. Donc elles y ont elles y ont laissé des conséquences importantes. Ça a marqué le forestier, ça a marqué les peuplements, on le voit encore aujourd'hui, bien entendu. On n'est pas si loin que ça de ces événements, hein, de toute façon. Et la forêt, ça a une dynamique relativement lente. Et puis ça a marqué aussi la façon dont le forestier gère ses forêts, parce que ça a eu un impact psychologique non négligeable. Et puis on a des forêts qui sont aussi sous l'empreinte des ongulés qu'on citait tout à l'heure. Alors c'est une ressource chasse, ces ongulés, mais c'est aussi, je vous le rappelle, hein, des acteurs importants de la dynamique de la régénération, ou parce qu'ils frottent, ou parce qu'ils écorcent, ou parce qu'ils broutent eux-mêmes les jeunes semi-ligneux. Et donc là, vous voyez à quel point les différentes essences sont ou préférées ou négligées par ces fameux ongulés. Et comme les ongulés gagnent du terrain, ou en tout cas gagnent des effectifs en termes de population, on l'a mentionné tout à l'heure, hein, vous voyez les taux de croissance sangliers, cerfs et chevreuils
sont assez faramineux, même si on a à l'heure actuelle d'autres questionnements sur l'état de santé des populations en lien avec le changement climatique, mais on ne va pas revenir dessus. Donc là, vous voyez qu'on a des forêts qui sont particulièrement impactées. Et ça, c'est pour vous mentionner que la région Centre-Val de Loire est un peu au cœur du sujet, puisqu'on a des progressions de population et des densités de population qui sont importantes pour cerf et laf, pour chevreuil et pour le sanglier. Et on a, dans certains cas de figure, des forêts qui souffrent d'autres paramètres. Et donc, je l'ai dit, elles souffrent du dépérissement, elles souffrent de l'accroissement de la pression du gibier, elles souffrent aussi parfois des choix de gestion. On a à l'heure actuelle, ce n'est pas le cas dans la région centre, quoique, des dépérissements de pins sylvestres ou des dépérissements de sapins d'épicéas dans le nord-est de la France qui sont parfois liés à des choix de gestion. C'est-à-dire qu'on a implanté des essences en marge de leur zone climatique préférentielle et ces choix-là induisent à moyen terme des risques de dépérissement sur ce type d'essence. On a également des forêts qui sont impactées par la fragmentation. Ça a des incidences majeures sur la dynamique des communautés dans les écosystèmes. Elles sont fragmentées par la croissance de la ville. Elles sont fragmentées également par la croissance de l'emprise des infrastructures de transport et de circulation. On n'est pas la région la plus impactée. Vous voyez à quel point la région centre, donc il y a une part de surface forestière, c'est ce que vous avez en abscisse, moyenne, on le disait tout à l'heure, on est dans la situation nationale moyenne. Et vous voyez qu'on a également une longueur moyenne d'infrastructures de transport en kilomètres par maille forestière qui est assez ordinaire, moindre que ce qu'on observe par exemple en Normandie, en Picardie ou surtout en Île-de-France. Mais quand même, on a des impacts non négligeables de ces infrastructures sur l'équilibre de nos forêts. Pour conclure, le point sur lequel on voulait insister avec Frédéric, c'était un point plutôt d'objectivation du savoir. L'idée, c'est qu'on a mentionné un certain nombre de risques, on a mentionné des enjeux en termes de réponse des forêts au changement climatique. Ben, ce qu'il faut là, c'est surveiller pour pouvoir comprendre, surveiller pour pouvoir réagir correctement. Donc il y a un certain nombre de priorités qui sont au cœur d'un certain nombre de nos projets, en particulier le projet Sycomore, dans lequel certains d'entre vous participent et que Frédéric coordonne. Donc l'idée, c'est d'apprendre en marchant, de suivre, de faire de la gestion adaptative pour se permettre de changer d'avis si le contexte est modifié. Donc l'idée, c'est de suivre en continu les effets des changements globaux. L'idée, c'est aussi d'avoir des méthodes de diagnostic propres de l'état de vulnérabilité de nos écosystèmes. L'idée, c'est aussi d'avoir des outils de gestion du risque ou des risques. On vient de les évoquer, ils sont multiples. On a un certain nombre d'outils qui permettent aujourd'hui de façon standardisée de surveiller l'état de santé, l'état phytosanitaire, l'état sanitaire des forêts avec des outils de type géomatique, qui sont donc des outils qui sont basés sur des données de télédétection rapidement disponibles et puis analysables à des échelles amples. Et ça nous permet de suivre de façon, comment dirais-je, presque instantanée la dynamique de cet état de santé des écosystèmes. Il faudra aussi imaginer qu'on identifie dans la sylviculture les outils qui vont permettre d'améliorer la résilience des forêts ou en tout cas leur capacité d'adaptation au nouveau contexte bioclimatique. Notamment, je le rappelle, en termes de gestion adaptative, ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier et diversifier les sylvicultures pour pouvoir faire le choix de celle qui aura réussi dans les nouveaux contextes. Et puis, on a vu à quel point la forêt, c'était au cœur d'un grand nombre de services et d'enjeux socio-économiques. Et donc, il faudra aussi apprendre à gérer les compromis entre ces différents services rendus. Un outil qui est important pour nous, je vous ai parlé de Sycomore, mais c'est pouvoir, et je vous ai parlé de gestion adaptative, c'est pouvoir expérimenter des gestions pour les évaluer et ensuite pouvoir les préconiser si nécessaire. Expérimenter, ça permet de balayer les extrêmes et de tenter des choses que le forestier ne fait pas à l'heure actuelle parce que ce n'est pas de la gestion courante facile, mais de pouvoir les mettre en pratique, ça permet ensuite de les comparer et puis de les suggérer. Voilà.
Merci de votre attention. Merci pour votre intervention. On va passer aux questions. Amélie et moi, on va faire passer les micros. Donc si vous voulez intervenir pour poser des questions, n'hésitez pas. Et la journée est enregistrée, donc avec le son afin d'être rediffusée. Donc lors de Carrefour Question, il faudra bien parler le menton sur le micro afin que la question soit enregistrée et qu'on entende bien la question. On a des petites lingettes pour désinfecter si besoin. Est-ce qu'on a des questions dans la salle ? Merci pour l'exposé. Globalement, de ce que j'entends de votre exposé, et puis ce que j'entends surtout dans la presse, c'est une forêt qui est globalement menacée par l'exploitation, par le dérèglement climatique. Et puis alors, voilà, c'est une impression un peu diffuse. Et puis finalement, vous nous dites en début d'exposé que la surface forestière augmente en France, que le diamètre des arbres augmente aussi, et que ça, ce sont peut-être, des critères d'évaluation d'une forêt en bonne santé globalement, qui se développe. Je trouve qu'il y a une forme de paradoxe dans votre exposé. Voilà. C'est paradoxe ou ambigu. Il ne faut pas oublier, là j'ai pas eu le temps de le mentionner, mais le fait que, par exemple, les dépérissements forestiers, je crois que je l'ai mentionné quand même très rapidement, en générant du bois mort, en torturant certains arbres et en permettant à certains arbres de développer des micro-habitats comme ce qu'ils auraient développé si on les avait laissés accéder au stade de la sénescence, eh bien ça va renforcer, on parle de pulse de ressources, ça va renforcer le stock de bois mort ou le stock de micro-habitats à l'échelle des écosystèmes. Ça, c'est un axe majeur sur lequel les forestiers et les écologues travaillent depuis 40 ans maintenant, au moins. Et bien là, le dépérissement leur donne un coup de main, brutal. Il remplace le sacrifice que le forestier devait faire pour laisser du bois mort en forêt. Le changement climatique s'en charge. Donc ça, c'est une opportunité, c'est plutôt une bonne nouvelle pour la biodiversité. Après, moi, je m'interroge toujours sur ce qu'on appelle la bonne santé. C'est très difficile à définir, la bonne santé. Aujourd'hui, par exemple, on a un projet qui va essayer de faire la comparaison entre la santé sanitaire d'un écosystème, le fait qu'il y ait des pathogènes ou des ravageurs, la santé de cet écosystème en termes d'état de conservation, est-ce qu'il héberge une biodiversité riche et équilibrée, et puis la santé humaine ou la santé animale liée aux populations humaines et animales en lien avec cette forêt. Et on a par exemple ce qu'on appelle le risque acarologique. Le risque acarologique, c'est la quantité de tiques qu'on trouve en forêt, et puis ces tiques étant ou pas vectrices de la maladie de Lyme et puis d'autres pathogènes. Est-ce qu'on a un lien entre ces trois points? Est-ce que les forêts qui sont biodiverses sont aussi les forêts où on a un faible risque sanitaire, c'est-à-dire pauvres en pathogènes et en ravageurs? Est-ce que c'est aussi des forêts dans lesquelles on a un faible risque acarologique, c'est-à-dire peu de tiques et puis peu de risque de transmission de zoonoses entre les animaux et l'humain? Alors, ce qu'on appelle le concept Une Santé, One Health, que vous connaissez probablement, est-ce que ça marche dans nos forêts? Et je ne sais pas. À l'heure actuelle, on ne sait pas. Donc on a un projet qui va commencer l'année prochaine sur cette thématique. Mon discours, il n'est pas pessimiste. Moi, de toute façon, je ne me fais pas de soucis pour la forêt. C'est juste un souci pour la filière forestière qui dépend de la forêt d'aujourd'hui, qui peut être inquiétant. Mais la forêt, elle s'en sortira, elle sélectionnera des arbres plus résistants. Il faut lui laisser du temps, bien entendu. Elle s'adaptera aux nouvelles conditions. Ça, c'est indéniable. Mais à l'échelle de nos dynamiques de filière économique, ça peut menacer des emplois, ça peut menacer des filières, ça c'est sûr. Merci. Est-ce que une autre question? Oui. Charles de la Messelière, je suis un forestier. Et donc, vous avez passé très rapidement une diapo sur le dispositif Optimix qui essayait de comprendre les résultats d'une association d'essences, chêne et pin sylvestre, enfin résineux. Et apparemment, avec un petit peu de recul maintenant,
les résultats sont un petit peu différents de ce que l'on pensait au tout démarrage. Pouvez-vous nous donner un petit peu plus d'explications ? Je ne suis pas le mieux placé pour vous parler d'Optimix. C'est un dispositif que mes collègues utilisent amplement, mais que dans mon équipe, on explore peu. Optimix, ce n'est pas simplement gérer le mélange chêne-pain. C'est ça en partie, hein, c'est gérer le degré de mélange, plus de chêne, plus de pain, donc entre les deux extrêmes, le taux de mélange. Donc ça, il y a des modalités expérimentales, mais c'est aussi gérer la densité de peuplement. Ça, c'est quelque chose qui est très impacté par le changement climatique. Et puis, c'est aussi gérer la présence de gibier ou l'exclusion du gibier, notamment du gibier qui va menacer, entraver la régénération. C'est ce que vous avez mentionné ici. Donc moi, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus parce que j'ai pas je maîtrise pas les résultats Optimix. Je suis désolé. Bonjour. Donc vous avez parlé de la croissance de la surface de forêt. Là, il y a une question qui a été aussi posée là-dessus. Est-ce que c'est lié à l'enfrichement des surfaces agricoles ? Aujourd'hui, l'État estime à peu près qu'il y a 20 000 hectares par an qui sont enfrichés, hors artificialisation. Pardon. Donc c'est assez important. Et d'autre part, il y a aussi les plantations faites par les collectivités. Donc quel est le rapport qu'il y a entre cette croissance de surface et l'enfrichement des terres agricoles qui sont donc abandonnées et les actions des collectivités qui font de la plantation ? Mais c'est exactement ça, c'est-à-dire que la croissance de la forêt, c'est... alors, il y a dans ce qu'on appelle les forêts récentes, c'est-à-dire celles qui sont apparues après 1830-1840, il y a deux types de dynamique paysagère. Il y a des forêts qui apparaissent en accrétion, donc elles apparaissent en accrétion d'une précédente zone forestière, c'est-à-dire que la lisière externe est repoussée, mais ça c'est souvent lié à de la déprise agricole. Et puis il y a des forêts qui apparaissent en nucléation, c'est-à-dire des patchs forestiers qui apparaissent à un endroit où avant c'était des territoires ouverts et plutôt des agrosystèmes. Mais ça c'est pareil, c'est lié à de l'abandon de pratiques agricoles, alors ou culture ou élevage, hein, et donc la forêt ou gagne du terrain naturellement, ou le forestier et l'agriculteur eux-mêmes, eh bien, convertissent ces parcelles. Alors, ça se fait par exemple en populiculture ou d'autres types de production, de production sylvicole. Hein. Mais donc, en effet, la reconquête de la forêt, c'est majoritairement lié à la déprise agricole. Merci Christophe. Est-ce qu'on a d'autres questions ? Il nous reste encore un petit peu de temps avant de passer à l'intervention suivante. Oui, bonjour, merci pour votre exposé. Vous n'êtes pas pessimiste, mais quand vous dites que 200% des proportions d'arbres morts en 6 ans ont augmenté exponentiellement, et ça ne fait pas très longtemps pour supprimer tous les arbres. Oui. Alors, les arbres adultes ou matures vont mourir, mais il y a une régée derrière. Comment vous dire ça ? Je vais prendre un exemple. On a bossé sur le dépérissement du sapin dans les Pyrénées centrales, par exemple. Ça inquiétait beaucoup le forestier, et donc on a monté un projet pour voir comment, en effet, quelle était la dynamique du dépérissement du sapin dans ces secteurs, et puis quelle était l'action du forestier, et comment la biodiversité répondait, 1, à la dynamique du dépérissement, et 2, au fait que le forestier réagisse. Le forestier, quand ces peuplements de sapins dépérissaient, il réagissait de façon brutale par ce qu'on appelle des coupes sanitaires, des récoltes d'urgence. L'idée, c'était d'aller récolter le bois pendant qu'il avait encore de la valeur avant qu'il s'écroule. En faisant ça, alors ces récoltes sanitaires, elles étaient systématiques. C'est-à-dire qu'ils prenaient en plein ce qu'il y avait sur l'ensemble de la parcelle, que les arbres soient dépérissants ou pas dépérissants. Et puis ensuite, il avait une stratégie de conversion. C'est-à-dire qu'il substituait une nouvelle essence à l'essence sapin naturelle préexistante en se disant le sapin ne résiste plus dans ce territoire, climatiquement il n'est pas adapté, eh bien on va mettre du cèdre ou autre chose. Mais en faisant cette coupe systématique, il empêchait les génotypes résistants de s'exprimer. Parce que dans le peuplement de sapins, dans ceux qu'on a vus nous, il y avait des arbres qui étaient résistants. Oui, il y en a peut-être 75% qui allaient crever à l'échelle du peuplement. Mais les 25% des résistants, eux, c'était les génotypes sur lesquels il fallait bâtir la population d'après. Sauf que le forestier, il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. Mais la forêt, elle a le temps. Si on laissait ces sapinières dépérissantes
opérer une dynamique naturelle, on reviendrait dans 300 ans, il y aurait du sapin. Il y aurait toujours du sapin, parce que le sapin aurait, de façon naturelle, sélectionné les génotypes qui sont climatiquement résistants. Le forestier n'a pas le temps. Donc le forestier, il a besoin de récolter, convertir, pour repartir sur une nouvelle essence en laquelle il croit. Mais ce qu'il oublie, le forestier, c'est que derrière une essence, il y a de la diversité génétique. Et cette diversité génétique, elle exprime une pluralité de réponses potentielles au changement du climat. Merci. Peut-être une dernière intervention. Et ensuite, ce sera à toi de passer. Là, juste pour expliquer un peu ce qui peut se passer avec les mortalités constatées que Christophe a évoquées. Donc, sur le chiffre des plus de 100%, donc c'est bien plus de 100% du taux de mortalité, d'accord ? Et dans notre région, en fait, c'est ce qui s'est passé dans l'agréco concerné, c'est clairement plutôt des maladies qui viennent augmenter le taux de mortalité. Donc là, c'était la calarose du frêne et la lancre du châtaignier qu'on verra tout à l'heure. Donc c'est un phénomène tout à fait naturel, enfin un naturel, mais qui est lié à une introduction faite par l'homme à un moment donné, mais ça reste une dynamique naturelle. Et là, sur l'histoire des sapinières, il y a ce qu'il faut prendre en compte dans le choix du forestier, c'est lorsqu'il est face à un peuplement dépérissant, il faut qu'il regarde lui aussi s'il est proche de son diamètre d'exploitabilité. Donc là, il y a quelqu'un de l'ONF qui pourrait aussi peut-être ajouter un complément dessus, mais quand il sera proche de son diamètre d'exploitabilité, il va se dire, bon bah voilà, j'en ai une bonne partie qui meurt, mes arbres sont prêts à être exploités, autant exploiter tout de suite, plutôt que d'attendre que la propagation continue et que du coup on perde en valeur de bois. Donc je ne connais pas la situation de ta sapinière, si c'était proche de diamètre d'exploitabilité. Et ensuite, bah oui, le forestier, il doit faire face à ça. Et en plus, je pense que la sapinière avait replanté du cèdre derrière n'était peut-être pas forcément facile, sachant que le sapin régénère assez facilement naturellement. Donc voilà, des fois, il y a une plantation qui vient apporter de la diversité pour anticiper un futur problème, mais une installation naturelle vient aussi se suppléer et peut-être même venir faire ce que tu dis, donc du coup sélectionner les essences, la diversité génétique qui est la plus résistante. Donc, je ne sais pas si c'était ça que tu avais dans ton cas, mais c'est un peu ce que nous on a de notre ressenti au niveau des autres régions. Moi, ce qui m'a frappé, je le répète, c'est la brutalité de l'action sylvicole dans ce cas-là, et je la comprends, hein, je le répète, mais c'est que c'est comme si on ne faisait pas un pari, on n'était pas réaliste dans notre pari sur la capacité de la nature à être résiliente à ce changement climatique. Et une fois de plus, c'est des questions d'échelle temporelle. Voilà, l'échelle temporelle d'une filière sylvicole, ce n'est pas la même que l'échelle temporelle de l'évolution de la nature. Merci beaucoup Christophe.